avoir deux objectifs assez simples avec Mathieu. Essayer de vous décrire rapidement le processus théorique et pratique qui a mené à la création de Profil DataVis au sein de l'Institut Léon Duguy et de l'Université de Bordeaux, et illustrer les perspectives de cet outil qui est en évolution constante. On est aujourd'hui à la 183e version du logiciel. Profil DataVis, pour donner quelques éléments de contexte rapide, c'est une initiative conjointe menée par Mathieu et moi sur une idée originale de Mathieu, ouvert dans le cadre de la rédaction de sa thèse de doctorat, contribution à une redéfinition de l'autonomie financière des collectivités territoriales, qui a été soutenue le 20 mai dernier à l'Université de Bordeaux. C'est un projet, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a obtenu le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Et avant de laisser Mathieu nous exposer les résultats concrets de l'outil, je reviens juste 2 secondes sur les obstacles théoriques et techniques qu'il a fallu lever. Ce projet fonctionne en fait en cercles concentriques qui ont pour centre le logiciel dédié qui a été créé avec un développeur informatique et qui continue donc à être développé aujourd'hui. Ce logiciel est particulièrement innovant, permet, pour faire simple, la comparabilité de toutes les données financières locales qui sont accessibles en open data, sous condition évidemment de les intégrer dans le logiciel. Et après cette opération d'intégration, tous les calculs sont possibles et les mises en lien de ces données financières avec des données extra-comptables qui seraient intégrées à l'outil sont également possibles. Du centre de ce cercle, donc qui est le logiciel, on peut tracer un premier cercle qui nous a conduit à nous intéresser aux dépenses des collectivités, plus particulièrement aux dépenses, puisque cette approche avait un double intérêt. D'abord, elle repose sur l'analyse de Mathieu Rouvert, qui est développée dans sa thèse, qui postule le nécessaire renversement du paradigme sur l'autonomie financière, afin de la définir non plus en lien avec les ressources propres, mais avec ce qu'il nomme des dépenses propres et qu'il a défini dans sa thèse. D'autre part, cette approche singularise Profil DataVis, qui choisit par ce biais de creuser une réflexion encore peu empruntée par la doctrine en finances publiques. L'analyse des dépenses nous conduit à analyser les présentations par nature et fonctionnelles et constater par la même occasion certaines limites de ces présentations qu'on évoquera tout à l'heure. Le deuxième cercle, qui est plus large, nous a conduit à réfléchir comment de ce logiciel pouvait découler un observatoire des finances locales alimenté par les données financières. De là est né concrètement Profil DataVis, qui veut dire plateforme de recherche et d'observation sur les finances locales et leur data visualisation. On aborde aussi ici ce qui est au cœur de nos réflexions ce matin, l'utilisation des données accessibles et les difficultés qui en résultent, parce que c'est là où les difficultés pour nous se sont accumulées. Notre démarche pas à pas nous a permis de confirmer la nécessité de la pluridisciplinarité pour mener à bien ces analyses. On a commencé avec des data scientists et des stagiaires qui étaient en formation en master, qui se sont succédés, ces data scientists traitent les données, analysent les données aberrantes ou incohérentes et proposent un traitement de la donnée en lien avec le développeur. Ensuite, l'apport de l'analyse en finances publiques peut être conforté et doit être confronté avec des échanges avec des chercheurs d'autres disciplines. Économie, sciences de gestion, pour proposer des analyses complètes. C'est l'apport de l'outil. Et enfin, le dernier cercle plus ambitieux et le plus large, en cours de délimitation, vise à ouvrir ses travaux sur la cité, sur les acteurs du monde, des collectivités territoriales, pour offrir une expertise qui allie, on l'espère, l'objectivité scientifique et la liberté académique, sachant que nos résultats et puis nos données peuvent être vérifiables constamment. Donc, nous souhaitons arriver à cet élément et cette ambition est un peu une limite de l'exercice puisque le cahier des charges du traitement des données doit être ambitieux, mais il ne doit pas être paralysant. Notre but est de pouvoir prouver pour chaque étude produite la méthode choisie, les données utilisées, les données écartées, les raisons du choix, les résultats obtenus, ce qui nous permet de justifier auprès des collectivités à la fois des incohérences observées dans leurs comptes ou des potentialités qui apparaissent. Mais c'est vrai que nous nous positionnons finalement différemment à la fois de l'observatoire
nationales et des chambres régionales des comptes dans les exemples qu'on a donnés ici, puisque l'idée est de travailler avec les collectivités et en fonction aussi de l'adaptation et donc qu'ils souhaitent faire par rapport à leurs données. Alors, le plus simple, c'est de laisser peut-être la parole sur les aspects pratiques à Mathieu pour qu'il vous montre concrètement quelques exemples. Merci Alain. Quelques éléments effectivement, et peut-être aussi vous rapporter un échange qu'on a pu avoir avec un certain nombre d'intervenants, et notamment ceux qui ne sont pas là. J'ai en tête cette réplique d'un professeur qui interviendra tout à l'heure et qui dit « Ah oui, mais ce matin, c'est les financiers qui parlent, c'est pas trop les juristes. » Et cette difficulté qu'on a en tant que Marc Leroy parlait de son appétence pour les finances, la difficulté peut-être à aussi affirmer auprès des juristes la légitimité qu'il a en matière d'appréhension, de traitement des données. Je pense qu'on a aussi cette difficulté, nous, déjà dans le corps des juristes, d'essayer de convaincre un certain nombre d'entre eux de s'intéresser à la question financière, ou du moins de considérer qu'il peut y avoir également des enjeux très juridiques à l'utilisation, à l'exploitation, à l'interrogation des données. Et c'est peut-être ce que je vais essayer de faire en prenant 3 courts exemples, sachant que j'ai évidemment allégé la présentation. L'enjeu de ce travail autour de Profil DataVis, c'est de nous stimuler aussi sur effectivement un certain nombre d'interrogations. Le premier élément que je voudrais évoquer, c'est la question de l'étude de l'application des règles de droit mettant en jeu la technique financière. J'évoquerai également l'étude de la cohérence des règles financières avec les principes généraux et enfin l'étude de l'usage de la technique financière au service d'une évolution des normes. Et là, à chaque fois, en prenant un exemple pour essayer d'être le moins théorique possible, même si, évidemment, ça fera appel à certains principes. Sur la question de l'application des règles de droit mettant en jeu la technique financière, et ça fait écho au colloque de présentation de Profil DataVis, elle porte ici sur l'actualisation de la recherche sur la question de l'autonomie financière des collectivités territoriales. Alors, peut-être quelques éléments de rappel en premier lieu. Le ratio d'autonomie financière des collectivités territoriales, vous le savez, vous l'avez peut-être en tête, ne peut être inférieur à celui qui a été constaté en 2003. C'est notamment la loi organique de 2004 qui le fixe. Mais le contrôle de ce ratio d'autonomie financière ne porte pas uniquement sur le ratio des catégories de collectivités, bien que ce soit ce qui soit inscrit dans la loi organique. Il y a plusieurs décisions du Conseil constitutionnel qui ont ouvert la voie à un contrôle individuel, enfin un contrôle du taux individuel du ratio d'autonomie financière. Et cette position d'ailleurs est assez logique, puisque le Conseil constitutionnel considère lui-même que finalement l'autonomie financière, ce n'est rien d'autre, et ce sont ces termes, que la capacité de libre administration des collectivités territoriales. On comprend bien que dans la mesure où la libre administration des collectivités territoriales est un principe qui bénéficie individuellement aux collectivités, il n'était pas possible de faire l'impasse sur une lecture individuelle de l'autonomie financière. Donc, c'est important de l'avoir en tête parce que aujourd'hui, ce contrôle se base sur un rapport qui me tient beaucoup à cœur, le rapport annuel relatif à l'autonomie financière. Au cours de mes recherches, je l'exposais lors du précédent colloque, eh bien, je me suis rendu compte que ce rapport n'était plus produit. Alors, ce qui était quand même un peu embêtant puisque c'était en violation de la loi organique. Alors, bien entendu, au cours des recherches, j'ai sollicité un certain nombre d'acteurs, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Ça a ému quand même quelques parties prenantes puisque ce rapport a de nouveau été produit. J'avais en parallèle sollicité la CADA. Alors, intéressant, la CADA considérait qu'elle était incompétente puisqu'il s'agissait d'un document à destination des assemblées. Mais ça pose un certain nombre de questions puisque, et pour revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, si on considère que la libre administration des collectivités territoriales est garantie par un ratio d'autonomie financière et que celui-ci fait l'objet de calculs, si les collectivités elles-mêmes n'ont pas les éléments de calcul qui se trouvent dans le rapport,
comment elles peuvent faire valoir finalement la préservation ou peut-être l'entorse à un droit qui leur est reconnu, qui est celui de libre administration. Donc ça pose un certain nombre de questions. C'est pour ça qu'on parle d'ouverture des données financières, et moi je serais très content évidemment qu'on continue, et je trouve le travail de l'Observatoire de l'OFGL extrêmement intéressant, et nous on se réfère très souvent à ces données. Mais enfin, peut-être que la première des choses, c'est déjà d'ouvrir des données qui paraissent assez naturellement à disposition, qui devraient être naturellement à disposition des collectivités territoriales et puis finalement du grand public. C'est-à-dire peut-être que la première des choses, c'est de mettre à disposition ces rapports. Alors, bon, évidemment, à force finalement de mendier auprès des parlementaires et puis d'un certain nombre d'acteurs qu'on avait identifiés comme pouvant avoir ces rapports, on a fini par les obtenir. Et donc, on a fait comment dire, travaillé, on a utilisé les données et puis surtout les modes de calcul à partir des rapports. Le dernier qui a été produit est le rapport de 2018. Alors, il n'est pas communiqué et d'ailleurs, on m'a transféré un certain nombre d'échanges de mails, c'est assez étonnant, où on a les services de l'État qui disent à un parlementaire, on vous le donne, mais surtout ne le communiquez pas. Donc, on parle bien. J'insiste sur ce point parce que pour nous, ça nous interroge énormément dans notre recherche. On parle bien d'un rapport qui est prévu par une loi organique qui elle-même n'est que la déclinaison ou le prolongement de l'article 72.2 de la Constitution. Donc, cette question de l'ouverture des données est extrêmement intéressante. La question finalement de nous donner les éléments qui devraient être communiqués de manière assez naturelle devrait aussi nous préoccuper. J'insiste aussi sur ce point parce que ce n'est pas simplement une idée à des de juristes spécialistes des finances publiques. Il faut savoir que ce ratio d'autonomie financière, même si le rapport n'était plus produit, le taux, lui, il l'était. Alors, il était invérifiable puisqu'on n'avait pas les données, mais il était publié jusque-là dans les jaunes budgétaires sur les transferts des collectivités territoriales. Eh bien, si vous prenez le dernier jaune budgétaire, donc projet de loi de finances 2022, pour 2022, bah, le ratio n'est plus actualisé. C'est-à-dire que le ratio que vous obtenez dans le jaune budgétaire est celui de l'année précédente. C'est-à-dire que même les parlementaires, bon, non seulement ils n'ont pas le rapport, mais en plus, ils n'ont même plus le ratio d'autonomie financière, là encore, prévu par la loi organique et en application de l'article 72.2 de la Constitution. Donc, on se pose un certain nombre de questions en tant que chercheur. Et je suis extrêmement... donc, je ne vais pas aller beaucoup plus rapidement. Là, je vois Alain qui me fait des... Presque 6 minutes. Il me reste... Donc, ça va aller très vite. Donc, ça, c'était le premier point. Donc là, je vous montre l'extrait du jaune budgétaire, PLF. Donc, on a le dernier chiffre, c'est celui de 2018. On devrait au moins avoir celui de 2019. Il manquera 3 rapports. À la date d'aujourd'hui, il manquera 3 rapports. Donc, je ne reviens pas. Ça, c'est une capture d'écran de Profil DataVis qui nous permet de refaire tous les calculs. Ce qui est intéressant, là encore, on n'a pas osé se le dire pour le moment, mais je pense qu'à un moment, il faudra probablement confronter nos données. On a recalculé à partir du dernier rapport connu, donc celui de 2018 sur les données 2016, ce que affiche l'État et ce que nous, on trouve en partant des données produites, enfin en tout cas mis à disposition sur DataGouv. Et on trouve des différences. Alors, sur le ratio d'autonomie financière à la fin, l'écart n'est pas important, mais on peut se poser la question de savoir, par exemple, sur un certain nombre de données, comment on peut avoir parfois 3 milliards d'euros d'écart entre ce qui est indiqué dans le rapport relatif à l'autonomie financière et qui d'ailleurs est repris dans un certain nombre d'autres rapports, et puis ce qu'on peut, nous, obtenir en finalement interrogeant les données qui sont sur DataGouv. Alors, en fait, à ce stade, on n'est pas capable de dire qui a les bonnes données, qui n'a pas les bonnes données, est-ce qu'il y a un problème de méthodologie? Mais ce qui serait intéressant, en tout cas du point de vue de la recherche, c'est d'essayer de partager nos analyses pour voir où sont les facteurs explicatifs des écarts qu'on peut trouver. Très rapidement sur ce point-là, lorsqu'on regarde le ratio d'autonomie financière
des collectivités territoriales, ici on a pris les communes, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'entre elles ont un ratio d'autonomie financière individuelle très inférieur, parfois ridicule, anecdotique, à la moyenne qu'on peut établir. Alors, est-ce qu'il faut prendre la moyenne, est-ce qu'il faut prendre la médiane, est-ce qu'il faut prendre le ratio de 2003? On ne sait pas, mais en tout cas, ce qu'on constate, et c'est une analyse, un certain nombre de collectivités territoriales, au regard du droit positif et de la manière dont est aujourd'hui définie la libre administration, en tout cas telle qu'elle est corrélée à l'autonomie financière, un certain nombre de collectivités territoriales ne bénéficient pas de cette libre administration. Le deuxième point que je voulais évoquer concerne... J'ai un petit bug sur le... Concerne, pardon... la cohérence des règles financières avec les principes généraux. Là, j'irai pas, je développerai pas davantage. Alain en a dit un petit mot et je l'ai évoqué. On peut se poser la question de savoir si c'est vraiment par la nature des ressources qu'il faut interroger la libre administration des collectivités territoriales, en tout cas son étendue, ou sur la nature des dépenses. Et évidemment, la proposition, c'est d'aller sur la question de la différence entre les dépenses imposées par l'État et les dépenses contraintes. Ça suppose un certain nombre d'évolutions, mais on a pu travailler sur ces éléments en recalculant l'autonomie financière des collectivités territoriales au regard de l'article 72.2 de la Constitution et en mettant en place un indicateur de dépenses imposées. On se rend compte en réalité que ce n'est pas parce que les collectivités territoriales ont un ratio d'autonomie financière satisfaisant, voire très supérieur par exemple à la moyenne des autres, qu'elles ont plus de marge de manœuvre quant à leurs dépenses. Le dernier élément qui a attiré notre attention dans le cadre de la recherche, c'est la question de l'utilisation de la technique financière au service d'un récit qui peut éventuellement aboutir à la fabrique de normes. Et là, je voudrais, là encore, insister sur un point. Alors, j'ai un problème sur un point qui est également dans le PLF, dans le jaune budgétaire, et qui, à mon sens, est assez révélateur des biais, et je crois que Marc Leroy en parlait, des biais qui peuvent exister quand il s'agit finalement d'utiliser la donnée au service d'un discours. Dans le jaune budgétaire sur les transferts des collectivités territoriales, vous avez un graphique que j'essaye d'afficher, mais j'ai un peu de difficulté avec le... Là, voilà, un graphique qui, à mon sens, a énormément d'intérêt. On parle du récit sur les collectivités territoriales dépensières. Et c'est ce récit qui amène à un certain nombre de dispositifs juridiques. On parlait tout à l'heure des contrats de Cahors. En tout cas, les collectivités territoriales dépensent énormément, donc il faut venir les réfréner dans leurs dépenses. Le seul, dans nos recherches, le seul outil, ou le seul graphique, les seules données qui viennent appuyer ce récit, c'est ce graphique qu'on retrouve depuis maintenant plusieurs années dans le jaune budgétaire transfert aux collectivités territoriales. Et donc, si vous regardez bien, vous voyez donc deux courbes. La première courbe en bleu, c'est finalement les dépenses des collectivités territoriales qui s'imposent à elles, puisqu'on va retrouver le RMI, la PCH, la prime d'apprentissage, c'est-à-dire que l'État considère que ces dépenses-là sont des dépenses imposées, les collectivités n'y sont pas pour grand-chose. Et puis, vous avez une courbe verte qui, là, est supposée finalement retracer l'ensemble des dépenses. Et donc, l'écart, et c'est bien explicité de cette manière-là par le jaune, c'est la part de la dépense publique locale expliquée par la gestion locale. En gros, l'augmentation des dépenses des collectivités territoriales est de leur fait. Le problème de ce graphique, et on est en train évidemment de le travailler avec Profil DataVis, c'est qu'il est absolument biaisé. Et vous remarquez une chose, c'est que dans la courbe bleue, alors on a interrogé la DGCL, mais ce n'est pas la DGCL
Je le disais tout à l'heure à Thomas Rougier, la DGCL nous a renvoyé sur la direction du budget et la direction du budget a du mal à nous justifier. Et si vous regardez par exemple la courbe bleue, eh bien, il manque un certain nombre de dépenses qui sont pourtant contraintes. Par exemple, eh bien, vous avez dans cette courbe bleue tout ce qui est dépenses de lycée et tout ce qui est dépenses de collège, mais pas les écoles. Parce qu'on a considéré qu'avant que les écoles aient été transférées avant 82, eh bien alors les dépenses d'école sont des dépenses liées au libre choix des collectivités territoriales. Est-ce que ça a vraiment du sens? Autre chose, sur les dépenses d'AIS, il n'y a pas les dépenses de personnel. On considère que les dépenses de personnel, eh bien, finalement, c'est de la responsabilité des collectivités territoriales. Alors, il y a probablement une part de responsabilité des collectivités territoriales, mais enfin, si elles n'ont pas les agents pour instruire l'APA, la PCH ou le RSA, est-ce qu'on peut vraiment considérer que ce sont des dépenses qui sont proprement imputables simplement à la gestion locale? Ce qui fait que notre conclusion, et là c'est intéressant parce que l'OFGL a produit des données, notamment sur le coût des écoles, vous avez fait un super rapport là-dessus, c'est plusieurs milliards d'euros sur plusieurs années, c'est-à-dire que, et j'en conclus par ça Alain, c'est que si on actualisait ce graphique qui sert là encore à servir un certain nombre de politiques publiques et notamment les contrats de Cahors, eh bien il est probable que la courbe bleue et la courbe verte se rapprochent, et ce qui effectivement voudrait dire que l'augmentation des dépenses locales est peut-être moins le fait des collectivités territoriales que celui de l'État. Ce qui fait que la réponse n'est probablement pas peut-être une contractualisation financière, mais peut-être qu'elle est à chercher, ailleurs. Voilà. Je suis obligé d'arrêter là, mais ça fera l'objet de la publication. On essaiera d'aller un peu plus loin dans l'analyse. Merci.